Mon nom est fait. J'ai 32 ans. Et la maison que mes parents exigeaient que j'abandonne était la première chose de ma vie qui m'appartenait entièrement. Je l'ai achetée après 8 ans de journée de travail double, j'ai réparé ses fondations fissurées avec mes propres économies et j'ai signé chaque document seul. Pourtant, à la fête de fiançailles de mon frère, mon père a tendu la paume de sa main devant 30 parents et a dit « Donne-moi les clés. Ton frère a besoin d'une vraie maison pour son mariage. » Ma mère a placé une boîte cadeau vide sur la table et m'a dit de mettre les clés à l'intérieur comme cadeau de fiançailles. Mon frère n'a pas semblé surpris. Sa fiancée, si, ce qui m'a indiqué qu'on avait promis ma maison qu'à l'un d'entre eux. J'ai dit non. Je n'ai ni crié ni insulté personne. Je leur ai simplement dit que ma maison n'était pas un bien familial. Mon père m'a traité d'égoïste, s'est avancé et m'a giflé si fort que mes boucles d'oreilles ont heurté le patio en pierre. La fête s'est figée. Ma mère m'a dit d'arrêter de mettre la famille dans l'embarras. Mon frère regardait fixement le sol. J'ai senti le goût du sang, j'ai pris mon téléphone et je suis sorti par le portillon du jardin. Dehors, j'ai envoyé un seul texto. Lance tout maintenant. Moins d'une minute plus tard, quelqu'un à l'intérieur a crié le nom de mon frère. Puis une autre voix s'est élevée, plus forte et plus en colère. Au moment où une troisième personne a commencé à crier, j'ai su que la vérité avait finalement atteint la pièce. Avant de vous dire ce que mon père a dit, et ce qui s'est passé après que je sois sorti, dites-moi, quelle heure est-il pour vous en ce moment? D'où regardez-vous? Et quel temps fait-il là-bas? Je suis curieuse de voir jusqu'où cette histoire voyagera. Pour comprendre pourquoi ce texto a provoqué une explosion, vous devez savoir que mon père, Daniel, traitait ma vie comme un compte de secours depuis des années. Ma mère, Nancy, appelait cela aider la famille. Mon jeune frère, Jacob, appelait cela normal. Je n'ai appelé cela ce que c'était que beaucoup plus tard, un système dans lequel chaque sacrifice coulait dans une seule direction. Quand Jacob a raté un semestre d'université, mes parents ont payé pour une autre année et m'ont dit qu'ils ne pouvaient plus m'aider avec mes frais de scolarité. J'ai pris un travail de nuit et j'ai quand même fini mes études. Quand il a démoli sa première voiture, ils l'ont remplacée en une semaine. Quand ma transmission a lâché, papa a dit que les épreuves forgeaient le caractère. À 24 ans, Jacob est retourné vivre à la maison après avoir perdu un emploi de vendeur et a passé 14 mois à se chercher. À 24 ans, je travaillais 60 heures par semaine et je dormais sur un matelas dans un studio parce que j'économisais pour un acompte. La maison est devenue disponible quand j'avais 27 ans. C'était une vieille bâtisse de 2 étages avec des planchers endommagés, un câblage désuet et un jardin envahi par les mauvaises herbes. Mais j'ai vu ce qu'elle pouvait devenir. J'ai utilisé chaque dollar que j'avais économisé, j'ai obtenu le prêt hypothécaire sur la base de mes revenus et j'ai rénové une pièce à la fois. J'ai appris à remplacer les cloisons sèches grâce à des vidéos en ligne. J'ai passé des week-ends à poncer des armoires et des soirées à comparer des polices d'assurance. Mes parents n'ont contribué ni en argent, ni en travail, ni même en encouragement. Daniel est venu une fois pendant la rénovation, a regardé les poutres apparentes et a dit que j'avais fait une erreur coûteuse. Nancy a demandé pourquoi une femme célibataire avait besoin de 3 chambres. Jacob a plaisanté en disant que je construisais un musée pour moi-même. 3 ans plus tard, après que la valeur de la propriété ait presque doublé, ils ont commencé à l'appeler la maison familiale. L'expression est apparue nonchalamment au début. Nancy disait aux parents que nous pourrions organiser Thanksgiving dans notre maison familiale, bien que ce soit moi qui achetais la nourriture, préparais le repas et nettoyais après. Daniel n'arrêtait pas de demander si j'avais ajouté son nom aux informations de contact d'urgence auprès de ma société de prêt hypothécaire, ce qui n'avait aucun sens. Jacob a commencé à entreposer des boîtes dans mon garage sans demander. Chaque fois que je m'y opposais, ils se comportaient comme s'ils étaient blessés. Ils n'ont jamais dit que la maison leur appartenait. Ils se comportaient simplement comme si ma propriété était une formalité technique temporaire. 2 mois avant la fête de fiançailles, Jacob est venu chez moi avec sa fiancée, Lisa. C'était ma première vraie conversation avec elle. Elle était chaleureuse, observatrice et visiblement mal à l'aise lorsque Jacob parcourait mes pièces comme s'il faisait visiter une propriété qu'il prévoyait d'acheter. Il a ouvert la porte de mon bureau et a dit que cela ferait une chambre d'enfant parfaite. J'ai ri parce que je supposais qu'il plaisantait. Lisa n'a pas ri. Ce soir-là, j'ai demandé à Jacob ce qu'il voulait dire. Il a haussé les épaules et a dit que papa avait un plan pour les aider à commencer leur vie de mariés sans dette.
Je lui ai dit que quel que soit le plan que papa avait inventé, il ne pouvait pas impliquer ma propriété. Jacob a levé les yeux au ciel et m'a accusé d'être dramatique. Puis il a dit quelque chose qui m'est resté. Tu n'utilises même pas toute la maison. J'ai répondu, je n'utilise pas non plus toutes les assiettes de ma cuisine. Cela ne les rend pas tiennes pour autant. Il est parti en colère. Le lendemain matin, Nancy a appelé pour me dire que je l'avais humilié. Daniel a suivi avec un message disant que nous discuterions de ma responsabilité à la fête de fiançailles. C'est à ce moment-là que j'ai cessé de supposer qu'il s'agissait d'un sentiment de droit ordinaire et que j'ai appelé ma meilleure amie Olivia, qui était également avocate en immobilier. Je lui ai tout raconté. Elle a posé une question qui m'a retourné l'estomac. Ont-ils déjà eu accès à vos documents personnels? Des années plus tôt, alors que je me remettais d'une opération, Nancy était restée chez moi et s'était occupée de mon courrier. J'avais changé mes serrures par la suite pour des raisons indépendantes, mais je me suis soudain souvenu de copies de déclarations de revenus, de relevés hypothécaires et de ma signature sur de vieux papiers de famille. Olivia m'a dit de ne pas paniquer. Elle a effectué une vérification de titre de propriété, a examiné les registres du comté et n'a trouvé aucun transfert. Puis elle m'a conseillé de geler mon crédit, de déplacer l'acte de propriété et les dossiers financiers dans un fichier juridique sécurisé, et d'installer des caméras autour de la maison. J'ai suivi toutes les instructions. Une semaine plus tard, une de ces caméras a enregistré Jacob en train d'essayer son ancienne clé sur ma porte arrière. Il a prétendu qu'il voulait déposer des décorations de fiançailles. Il n'avait pas appelé et il ne portait aucune décoration. Le lendemain, j'ai reçu une alerte automatisée indiquant que quelqu'un avait tenté d'ouvrir un prêt sur valeur domiciliaire à mon nom. La demande a échoué à cause du gel du crédit, mais elle listait ma maison comme garantie et utilisait une adresse électronique que je ne reconnaissais pas. Olivia a retracé les informations de contact jusqu'à un compte professionnel lié à Jacob. Nous ne l'avons pas confronté. Pas encore. Olivia m'a dit que les accusations ne feraient que lui donner le temps d'effacer les preuves. Au lieu de cela, elle a envoyé un avis de conservation par l'intermédiaire de son cabinet, a demandé les dossiers de fraude du prêteur et a préparé un rapport pour les autorités. J'ai passé les jours suivants à vivre avec la conscience froide que ma famille ne se contentait pas de me faire pression. Quelqu'un avait essayé d'emprunter sur ma maison sans ma permission. Le matin de la fête de fiançailles, Olivia a appelé. Le prêteur avait publié la demande préliminaire. Elle contenait une autorisation numérisée portant une imitation maladroite de ma signature. Elle incluait également un document décrivant le produit du prêt comme un transfert familial pour un logement conjugal. En bas se trouvait le numéro de téléphone de Jacob. Dans les courriels de soutien, Daniel avait assuré à un agent de crédit que j'avais accepté de céder la propriété après l'annonce des fiançailles. Mon père avait promis ma maison à mon frère avant de me le demander. Olivia voulait que je saute la fête et que je dépose immédiatement une plainte à la police. J'ai failli le faire, mais Lisa était sur le point de se marier dans un mensonge, et 30 parents avaient déjà entendu une version de l'histoire dans laquelle mes parents fournissaient généreusement une maison. J'ai demandé à Olivia de préparer un dossier sécurisé contenant la demande de prêt, les courriels, les images de la caméra et l'avis de conservation. Je lui ai également demandé de rédiger un message qui pourrait être envoyé à Lisa et à chaque invité adulte dont nous avions les coordonnées. Elle m'a fait promettre que je ne le diffuserai pas à moins que mes parents ne rendent l'affaire publique. Je suis allé à la fête en espérant, contre toute évidence, qu'il ferait marche arrière. Au lieu de cela, Nancy a apporté une boîte cadeau vide. Daniel a exigé mes clés. Jacob attendait sa récompense. Et quand j'ai refusé, mon père m'a frappé devant tout le monde. Alors, quand je suis sorti et que j'ai envoyé un texto à Olivia, lance tout maintenant, je ne commençais pas un plan de vengeance. Je mettais fin à la protection que je leur avais accordée. Le premier cri est venu de Lisa après qu'elle a ouvert le dossier. Le deuxième est venu de Nancy quand elle a réalisé que chaque invité l'avait reçu. Le troisième est venu de Daniel, rugissant pour que quelqu'un confisque les téléphones de tout le monde. Mais une fois que la vérité atteint 30 personnes en même temps, qui peut la forcer à retourner dans le silence? Je n'ai pas eu besoin de voir les messages arriver. Je pouvais entendre les preuves se propager à travers la fête comme un feu dans du papier sec. Des chaises ont raclé le patio. Quelqu'un a exigé une explication. Une femme que j'ai reconnue comme étant la tante de Lisa a dit « Vous avez utilisé sa maison comme garantie ». Puis Lisa a crié le nom de Jacob avec une force qui a fait taire toutes les autres voix.
Je me tenais au-delà du portillon du jardin, une main pressée contre ma joue. La peau sous mes doigts était chaude et enflée, mais la douleur était devenue étrangement utile. Elle me maintenait ancré pendant que l'histoire familiale s'effondrait derrière moi. Le portillon s'est ouvert et Lisa est sortie la première. Son visage avait perdu toute couleur. Elle tenait son téléphone dans une main et sa bague de fiançailles dans l'autre. Jusqu'à ce moment, je ne savais pas si elle avait aidé à planifier la demande. La réponse était écrite sur toute son expression. « Fait, je jure que je ne savais pas », a-t-elle dit. « Jacob m'a dit que tes parents possédaient la maison et prévoyaient de nous la donner après le mariage. » Je l'ai cru parce que le mensonge était exactement le genre que ma famille préférait, assez proche de la réalité pour paraître inoffensif, assez déformé pour me voler. Je lui ai demandé ce que Jacob lui avait dit d'autre. Elle a dégluti. Il a dit que l'hypothèque était déjà réglée. Il a dit que nous pourrions emménager le mois prochain. Il m'a laissé choisir les couleurs de peinture. L'humiliation de ce détail m'a touché plus profondément que je ne l'aurais cru. Mon frère avait invité sa fiancée à redécorer les pièces où je gardais mes livres, mon travail et les meubles que j'avais restaurés à la main. Il n'avait pas simplement voulu ma propriété. Il avait déjà commencé à vivre à l'intérieur du vol. Jacob a franchi le portillon derrière elle. C'est une déformation des faits, a-t-il dit. Il n'a pas demandé comment allait mon visage. Il ne s'est pas excusé pour notre père. Il a pointé mon téléphone et m'a accusé d'essayer de détruire ses fiançailles. Lisa s'est retournée contre lui. « As-tu soumis une demande de prêt en utilisant sa signature ?» Ce n'était pas finalisé, a-t-il dit. Cette réponse a mis fin à tout ce qui restait entre eux. Lisa a posé la bague sur le muret de briques à côté du portillon. Jacob l'a fixée comme si elle l'avait jetée dans la circulation. Daniel est apparu ensuite, avec Nancy juste derrière lui. Il a ordonné à Lisa de rentrer à l'intérieur, puis m'a ordonné de supprimer les fichiers. Sa voix portait encore la confiance d'un homme habitué à l'obéissance. Mais maintenant, plusieurs parents l'avaient suivi dehors. Il formait une ligne silencieuse derrière lui, téléphone à la main. Pour une fois, son autorité avait des témoins. « Tu n'avais pas le droit de distribuer des affaires familiales privées », a-t-il dit. J'ai baissé la main de ma joue. « Tu les as rendues publiques quand tu as exigé ma maison devant 30 personnes. » Nancy s'est interposée entre nous et a murmuré que nous pourrions tout arranger si je m'excusais. La suggestion était si absurde que j'ai failli rire. Ma lèvre était fendue. Ma boucle d'oreille était toujours sur le patio. Ma signature falsifiée était sur 30 écrans et elle voulait des excuses de ma part parce que la vérité avait interrompu la fête. Puis mon oncle Marcus a parlé de derrière Daniel. « As-tu signé en son nom ou non ?» Daniel a dit qu'il aidait seulement Jacob à explorer des options. Marcus a demandé pourquoi on avait dit à un agent de crédit que j'avais accepté. Daniel a prétendu que l'agent avait mal compris. Un autre parent a posé une question sur la vidéo de la porte arrière. Jacob a dit qu'il avait la permission. J'ai dit qu'il ne l'avait pas. Chaque excuse créait une autre question, et chaque question enlevait une couche de l'image familiale que mes parents avaient maintenue pendant des années. Olivia est arrivée alors qu'ils se disputaient encore. Elle était venue en voiture dès que j'avais envoyé le texto. Elle a jeté un coup d'œil à ma joue, a photographié l'enflure et a demandé si je voulais appeler la police. Daniel a ricané et a dit qu'aucune de ses filles n'impliquerait la police pour une correction familiale. L'expression a changé l'atmosphère. Plusieurs invités avaient vu la gifle. L'un d'eux avait enregistré les dernières secondes. La tante de Lisa avait déjà appelé les services d'urgence. Quand les policiers sont arrivés, Daniel a essayé de les accueillir comme s'il était l'hôte d'un malentendu mineur. Il leur a dit que j'étais devenue émotive, qu'il avait simplement essayé de me calmer et que le contact était accidentel. Puis un cousin a montré la vidéo. Elle capturait son bras en mouvement, le son de la gifle, mes boucles d'oreilles heurtant le patio, et son ordre que j'apprenne à contribuer à la famille. L'officier m'a demandé si je voulais faire une déclaration. Daniel m'a regardé droit dans les yeux. Son expression n'était pas pleine de remords. C'était un avertissement. Pendant la majeure partie de ma vie, ce regard avait suffi. Il m'avait fait accepter des cadeaux inégaux, avaler des insultes, prêter de l'argent qui n'est jamais revenu, et m'excuser pour des limites que j'avais tout à fait le droit de fixer. Mais la maison m'avait appris quelque chose que mes parents ne m'avaient jamais appris.
Une structure ne survit que si ses fondations sont protégées. Oui, ai-je dit. Je veux faire une déclaration sur l'agression et mon avocate a des preuves de tentative de fraude financière. Nancy a halté comme si je l'avais frappé. Jacob a commencé à crier que je ruinais l'avenir de tout le monde. Lisa s'est éloignée de lui. Le visage de Daniel s'est figé lorsqu'un officier lui a demandé de placer ses mains là où il pouvait les voir. C'est à ce moment-là que la fête s'est vraiment terminée. Pas avec un toast, pas avec une photo, mais avec mon père escorté devant les mêmes invités qu'il avait rassemblés pour me voir céder. Ma mère a suivi, pleurant le déshonneur. Mon frère se tenait à côté d'une bague abandonnée et d'une boîte cadeau qui ne contiendrait jamais mes clés. Et pour la première fois, aucune de leurs conséquences ne m'appartenait. La police n'a pas emmené Daniel menotter pour le reste de sa vie, et je ne m'y étais jamais attendu. Il a été mis à l'écart, interrogé et plus tard accusé d'agression simple sur la base de ma déclaration, de la vidéo et des témoins. L'affaire financière était plus compliquée. La demande de prêt échoué était passée par plusieurs comptes numériques, et les enquêteurs avaient besoin de temps pour déterminer qui avait créé chaque document. Olivia m'a prévenu que les vraies conséquences arrivent rarement aussi vite que dans les histoires. Elles viennent par des entretiens, des assignations à comparaître, des dates de procès et des dossiers qui ne peuvent pas être balayés par des cris. Mes parents ont commencé leur contre-attaque avant que je n'arrive à la maison. Nancy a envoyé un message au groupe familial élargi disant que j'avais délibérément saboté les fiançailles de Jacob parce que j'étais jalouse qu'il se marie le premier. Elle a décrit la gifle comme une réaction malheureuse lors d'une dispute émotive. Daniel a écrit que les papiers du prêt n'étaient qu'une ébauche préparée pour explorer des possibilités et que j'avais mal compris ses intentions. Jacob a posté que sa sœur avait choisi la propriété plutôt que le sang. Ce qu'aucun d'entre eux ne comprenait, c'est que l'ancien système familial dépendait de la pression privée. Une fois leurs affirmations faites par écrit, elles pouvaient être comparées aux preuves. Je n'ai répondu qu'une seule fois. J'ai joint une photo de ma joue enflée, le numéro d'incident de la police et une courte déclaration. Ma maison n'a jamais été offerte. Ma signature a été copiée sans permission. Je ne débattrai pas de faits documentés. Puis Olivia m'a conseillé d'arrêter de répondre. Ce silence les a exaspérés plus que n'importe quelle dispute n'aurait pu le faire. Daniel a appelé 17 fois cette nuit-là. Nancy a laissé des messages vocaux qui passaient des larmes aux menaces et de nouveau aux larmes. Jacob a exigé que je contacte Lisa et que je lui dise que la demande de prêt avait été un malentendu. Quand j'ai bloqué leur numéro, ils ont utilisé les téléphones de parents. Quand cela a échoué, Nancy est venue chez moi peu après minuit. Mes nouvelles caméras l'ont enregistré debout sur le porche, serrant la boîte cadeau de fiançailles vide. Elle a sonné pendant 12 minutes et a dit à la caméra qu'une bonne fille ouvrirait la porte. Puis elle a essayé la poignée. J'ai parlé par le système de sécurité. Quitter la propriété. Elle a fixé l'objectif comme si la maison elle-même l'avait trahi. Ton père pourrait perdre son travail à cause de ça. Daniel travaillait comme directeur régional des opérations pour un fournisseur de matériaux de construction. Son employeur gérait des contrats nécessitant des vérifications d'antécédents et des certifications d'intégrité financière. La vidéo de l'agression avait déjà atteint 2 employés qui avaient assisté à la fête, et l'enquête pour fraude créait un problème qu'il ne pouvait pas rejeter comme un drame familial. Il pourrait perdre son travail à cause de ce qu'il a fait, ai-je répondu. Nancy a dit que je détruisais la famille. Je lui ai dit que la police serait appelée si elle restait. Elle a laissé la boîte sur mon porche et est partie. À l'intérieur, j'ai trouvé une photo imprimée de Jacob et Lisa debout devant ma maison lors de leur visite précédente. Au dos, de l'écriture de Nancy, il y avait les mots « leur future maison ». J'ai donné la photo à Olivia. Le lendemain matin, un serrurier a changé toutes les serrures extérieures, même si l'ancienne clé de Jacob ne fonctionnait plus. J'ai annulé le code du garage, j'ai déplacé mes objets de valeur dans un coffre-fort et j'ai informé mon employeur que des parents pourraient tenter de me contacter. Je détestais prendre ces précautions. Chacune me semblait être un aveu que ma famille considérait l'accès comme une arme, mais la peur diminue lorsqu'elle est convertie en une liste de contrôle. Lisa a appelé cet après-midi-là. Elle avait rompu les fiançailles et quitté l'appartement de Jacob. Il avait apparemment avoué qu'il devait plus de 40 000 $ de cartes de crédit, de paris sportifs et d'une entreprise en ligne qui avait échoué. Daniel et Nancy couvraient ses paiements minimums.
Il croyait que transférer ma maison ou emprunter sur sa valeur donnerait à Jacob assez de fonds propres pour consolider la dette et paraître financièrement stable avant le mariage. C'était le mobile qu'ils avaient caché sous des discours sur le mariage et la famille. Lisa m'a dit que Jacob lui avait montré un tableur listant la valeur estimée de ma maison, le solde de l'hypothèque restant et le produit du prêt projeté. Il avait intitulé une colonne de relocalisation FA. Le montant mis de côté pour moi couvrirait à peine 6 mois de loyer. Je me suis assise à ma table de cuisine après l'appel et j'ai regardé la pièce qu'ils avaient réduite à des chiffres. Les armoires que j'avais poncées, la fenêtre que j'avais remplacée après une tempête d'hiver. Le mur où je marquais chaque année d'hypothèque terminé par un minuscule trait de crayon caché derrière un tableau encadré. Pour eux, mon effort n'était pas une vie. C'était des fonds propres disponibles. Olivia a ajouté les informations de Lisa au dossier de preuve. Le prêteur a confirmé que la demande avait été soumise depuis l'appartement de Jacob, mais incluait des courriels de soutien provenant de l'adresse professionnelle de Daniel. Les enquêteurs avaient maintenant un mobile financier, une autorisation falsifiée et la preuve que les deux hommes s'attendaient à en bénéficier. Pourtant, mes parents continuaient à dire aux parents que je pouvais tout arrêter avec un seul appel téléphonique. Cette affirmation en révélait plus qu'ils ne le voulaient. Les gens innocents demandent à être compris. Eux me demandaient de faire disparaître les conséquences. Je n'ai pas passé cet appel. 3 semaines après la fête, Jacob a demandé à me rencontrer dans un café. La demande est passée par Olivia car l'ordonnance de protection interdisait à Daniel de me contacter, et j'avais bloqué tout le monde. Olivia m'a déconseillé d'y aller, mais j'ai accepté à la condition qu'elle s'assoie à une table voisine et que la conversation soit enregistrée avec le consentement de Jacob. Il est arrivé en paraissant plus petit que dans mon souvenir. La confiance polie qu'il arborait à la fête de fiançailles avait disparu. Il avait perdu Lisa, était retourné vivre chez nos parents et avait été mis en congé par son employeur après que le prêteur l'ait contacté pendant l'enquête pour fraude. Pendant quelques secondes, j'ai revu mon petit frère, le garçon qui me suivait partout dans le quartier et qui pleurait quand je suis parti à l'université. Puis il a ouvert la bouche. « Tu as eu ce que tu voulais ?» a-t-il dit. « Pap, je suis désolé. »« Pap, est-ce que tu vas bien ?» Il croyait que l'effondrement de ses plans était ma victoire plutôt que le résultat de ses choix. Je lui ai demandé qui avait copié ma signature. Il a regardé vers Olivia, puis a admis qu'il l'avait créée à partir d'un scan d'un vieux document de famille. Daniel avait écrit les courriels au prêteur et lui avait dit que le transfert serait réglé après l'annonce publique. Nancy savait qu'il prévoyait de me faire pression, mais Jacob a affirmé qu'elle n'était pas au courant de la fausse signature jusqu'à plus tard. Papa a dit que tu refuserais au début, a-t-il expliqué. Il a dit qu'une fois que tout le monde te verrait renier ton propre frère, tu finirais par céder. Cette phrase a clarifié toute la fête de fiançailles. Les invités n'étaient pas des témoins par accident. Ils étaient censés être un jury. La boîte cadeau était un accessoire. L'annonce était conçue pour que la résistance paraisse cruelle. Jacob a fait glisser une enveloppe sur la table. À l'intérieur se trouvait un accord dactylographié. Si je retirais ma plainte et décrivais la demande de prêt comme autorisée, mes parents cesseraient de demander la maison. Ils rembourseraient également les frais d'enquête du prêteur lorsqu'ils en auraient les moyens. Je l'ai repoussé. Il s'est penché en avant. Papa pourrait tout perdre. Tu étais prêt à ce que je perde ma maison. C'est différent. Tu peux t'en payer une autre. La voilà de nouveau. La conviction que ma compétence annulait mon droit de garder ce que j'avais gagné. Je lui ai dit que la réunion était terminée. Alors que je me levais, il a dit que Lisa reviendrait si je lavais son nom. J'ai répondu que toute relation qui m'obligerait à mentir pour lui était déjà terminée. Il a frappé la table avec son poing, attirant tous les regards dans le café. Olivia s'est levée immédiatement, et Jacob est parti avant que la sécurité n'arrive. L'enregistrement est allé aux enquêteurs. Une semaine plus tard, l'employeur de Daniel l'a licencié. La raison officielle n'était pas la gifle. Lors d'un examen interne, l'entreprise a découvert qu'il avait utilisé son courriel professionnel, son imprimante et sa plateforme de signature électronique pour soutenir la demande frauduleuse. Il s'était également présenté comme un conseiller autorisé sur une propriété qu'il ne possédait pas. L'entreprise ne pouvait pas garder un directeur dont la conduite l'exposait à un risque juridique. Nancy a appelé mon oncle Marcus et a prétendu que j'avais personnellement exigé le licenciement. Marcus lui a demandé de fournir des preuves. Elle n'en avait aucune.
À ce moment-là, la plupart des parents avaient cessé de répéter sa version. La vidéo et les documents étaient trop clairs, et son habitude de défendre Daniel était devenue impossible à confondre avec de la confusion. Les conséquences ont ensuite atteint Jacob. Son employeur l'a licencié pour malhonnêteté après qu'il a omis de divulguer l'enquête et a menti sur la raison pour laquelle le prêteur avait contacté le bureau. Ses créanciers de Paris ont commencé à appeler chez nos parents. Sans le salaire de Daniel, les paiements que mes parents effectuaient pour lui se sont arrêtés. Le style de vie qu'ils avaient protégé avec mes fonds propres imaginaires s'est effondré en avis de retard de paiement. Rien de tout cela ne m'a rendue heureuse. La satisfaction n'est pas toujours de la joie. Parfois, c'est simplement l'absence d'injustice. J'ai continué à travailler, à payer mon hypothèque et à réparer le portillon du jardin endommagé pendant la fête. J'ai aussi commencé une thérapie, non pas parce que mes parents m'avaient convaincu que j'étais brisé, mais parce que je voulais comprendre pourquoi j'avais toléré des violations plus petites pendant si longtemps. Le thérapeute m'a demandé ce que j'aurais fait si Daniel ne m'avait jamais giflé. La question m'est restée. J'aurais peut-être continué à les protéger. J'aurais peut-être traité le prêt échoué comme une erreur privée et leur aurait permis de préserver leur réputation. La gifle n'a pas créé leur sentiment de droit. Elle l'a rendu suffisamment visible pour que je ne puisse plus l'excuser. Daniel avait l'intention d'un seul coup public pour me remettre à ma place. Au lieu de cela, il a brisé le secret qui le maintenait puissant. Le processus judiciaire a duré 9 mois. Pendant ce temps, mes parents ont essayé toutes les versions du même argument. Ils ont dit que Jacob avait fait une erreur parce qu'il était sous pression. Ils ont dit que Daniel avait agi par amour. Ils ont dit que les poursuites ne serviraient à rien parce que nous étions une famille. Leur avocat a même suggéré que je signe une déclaration demandant la clémence dans l'intérêt de la réconciliation. J'ai refusé de mentir, mais je n'ai pas exigé la peine maximale. J'ai soumis une déclaration de la victime décrivant ce qui s'était passé et j'ai demandé au tribunal de me protéger de tout contact ultérieur. Les preuves ont décidé du reste. Jacob a accepté un accord de plaidoyer pour tentative de vol d'identité et de fraude liée à la falsification. Le prêt échoué avait empêché une perte financière plus importante, mais la signature copiée, les fausses déclarations et l'aveu enregistré au café lui laissaient peu de marge pour nier l'intention. Il a reçu une courte peine de prison de comté, une probation, des conseils financiers obligatoires et une restitution des frais d'enquête et de justice. Plus dommageable pour lui que la peine était le casier judiciaire permanent. L'avenir facile que mes parents lui avaient toujours préparé avait maintenant une porte verrouillée qu'il ne pouvait pas ouvrir. Daniel a plaidé non coupable pour l'agression et a admis son rôle dans la demande frauduleuse dans le cadre d'un accord séparé. Il a reçu une probation, des services communautaires, une obligation de suivre une thérapie de gestion de la colère et une ordonnance de protection lui interdisant l'accès à ma maison et à mon lieu de travail. L'examen de sa licence professionnelle est resté en suspens, et l'entreprise qui l'avait licencié a refusé de fournir une référence favorable. Lors de la condamnation, il a demandé à parler. Il s'est tourné vers moi et a dit « J'espère qu'un jour ma fille se souviendra de tout ce que j'ai fait pour elle. » L'ancienne version de moi aurait cherché de l'amour dans ses mots. La femme assise au tribunal a entendu l'exigence cachée à l'intérieur. Souviens-toi de mes sacrifices. Oublie ma violence. Je n'ai répondu que lorsque le juge m'y a invité. Je me souviens de tout. C'est pourquoi je suis ici. Nancy n'a pas fait face à des accusations criminelles, mais les conséquences l'ont rattrapée par les choix qu'elle a continué à faire. Elle a payé les avocats des 2 hommes, a couvert les dettes de Jacob lorsque les collectionneurs ont menacé de poursuites judiciaires, et a refusé de réduire ses dépenses jusqu'à ce que leurs économies soient presque épuisées. 6 mois après que Daniel a perdu son emploi, mes parents ont mis leur maison en vente. L'ironie s'est répandue dans la famille avant que je ne l'apprenne directement. Les personnes qui avaient exigé ma maison parce que Jacob avait besoin d'un vrai foyer pour son mariage vendaient leur propre maison pour payer le plan qu'ils avaient construit autour du vol de la mienne. Nancy m'a envoyé l'annonce avec une seule phrase. « J'espère que tu es satisfaite. » J'ai regardé le message pendant un long moment. Une partie de moi voulait répondre avec des photos de la boîte cadeau, de l'ecchymose et du document falsifié. Au lieu de cela, je l'ai transmis à Olivia comme une violation de l'accord de non-contact et je n'ai rien dit. Mes parents ont déménagé dans une location plus petite en dehors de la ville. Jacob, après avoir purgé sa peine de prison, a emménagé avec eux car aucun propriétaire ne voulait de lui sans garant.
Les 3 personnes qui avaient décrit ma maison de 3 chambres comme un espace gaspillé partageaient maintenant un appartement exigu de 2 chambres. Les parents disaient qu'ils se disputaient constamment. Daniel reprochait à Jacob la fraude. Jacob reprochait à Daniel d'avoir promis qu'il pourrait me forcer. Nancy me blâmait, car blâmer l'un ou l'autre aurait nécessité d'admettre qu'elle avait défendu les mauvaises personnes. Lisa n'est jamais retournée avec Jacob. Des mois plus tard, elle m'a écrit une courte lettre me remerciant d'avoir publié les preuves avant le mariage. Elle a dit que la vérité l'avait sauvée d'épouser un homme dont tout l'avenir était construit sur la propriété de quelqu'un d'autre. J'ai gardé la lettre, non pas comme un trophée, mais comme la preuve que dénoncer le mal peut protéger des personnes que vous connaissez à peine. Pendant ce temps, ma maison est restée exactement là où elle avait toujours été. Pas un manoir spectaculaire, pas un symbole de cupidité, juste la maison que j'avais gagnée avec un portillon réparé, de nouvelles serrures et mon seul nom sur l'acte de propriété. Mon père a cru un jour qu'une gifle me ferait lui remettre les clés. Finalement, sa main ne les a jamais touchées, et c'est sa propre porte d'entrée qu'il a perdue. 1 an après la fête de fiançailles, j'ai organisé un dîner dans mon jardin. Il n'y a pas eu de discours sur l'obligation, pas d'annonce surprise, et pas de boîte vide attendant quelque chose que je possédais. Olivia est venue tôt pour aider avec la nourriture. Oncle Marcus a amené ses enfants. Lisa nous a rejoints après avoir demandé si sa présence me mettrait mal à l'aise. Ce ne fut pas le cas. Nous étions devenus amis lentement, par des messages occasionnels et l'étrange compréhension de 2 femmes qui avaient failli payer pour les mensonges du même homme de différentes manières. Avant que tout le monde n'arrive, je me tenais seul dans ma cuisine et j'ai remarqué les petites marques de crayon derrière le tableau encadré. Une autre année d'hypothèque était passée. J'ai ajouté un nouveau trait. Cet acte ordinaire signifiait plus pour moi que n'importe quelle décision de justice. La vengeance n'avait pas été de prendre la maison de mes parents, de mettre fin aux fiançailles de mon frère ou de coûter son emploi à mon père. Je n'avais fait aucune de ces choses. Ils ont perdu ce qu'ils ont perdu en choisissant la tromperie, la violence et le sentiment de droit. Ma victoire a été de refuser d'absorber les dégâts pour eux. J'avais cru autrefois que la force signifiait endurer tout ce que la famille plaçait sur mes épaules. Maintenant, je comprenais que l'endurance sans limite peut devenir une permission. L'amour n'exige pas qu'une personne abandonne sa sécurité, sa propriété ou la vérité. Et le pardon, s'il vient un jour, n'exige pas un accès renouvelé. Daniel a rempli ses obligations judiciaires, mais n'a jamais présenté d'excuses qui nommaient ce qu'il avait fait. Nancy a envoyé des cartes de vœux adressées à notre fille têtue. Comme si réduire le conflit à ma personnalité pouvait restaurer son innocence. Jacob a écrit une fois depuis une nouvelle adresse électronique. Il a dit qu'il avait commencé une thérapie et essayait de reconstruire sa vie. Il a également demandé si je pouvais l'aider avec un dépôt de garantie pour une location. Je n'ai pas répondu. Ce silence n'était pas de la cruauté. C'était la limite qu'il m'avait appris à avoir besoin pendant des années. Après le dîner, Marcus m'a tendu une petite enveloppe. À l'intérieur se trouvait la boucle d'oreille qui était tombée pendant la gifle. Il l'avait trouvée sous une chaise de patio après le départ de la police et l'avait gardée parce qu'il ne savait pas quand je serais prête à la revoir. Le métal était tordu et la pierre était rayée. Pendant plusieurs secondes, je l'ai tenue dans ma paume et je me suis souvenu du son qu'elle avait fait contre le patio. Je me suis souvenu de 30 visages se tournant vers moi. Je me suis souvenu d'avoir traversé le portillon avec du sang dans la bouche et un téléphone à la main. Puis j'ai placé la boucle d'oreille dans un tiroir. Je ne l'ai pas réparée, encadrée ou portée comme une armure. Certains objets n'ont pas besoin de devenir des symboles. Parfois, ils sont simplement la preuve qu'un moment douloureux a pris fin. Le lendemain matin, j'ai fait du café et j'ai ouvert la porte arrière à la lumière du soleil qui traversait le sol que j'avais moi-même refait. Mes clés reposaient sur le comptoir. Elles n'avaient pas de valeur parce qu'elles ouvraient une propriété chère. Elles avaient de la valeur parce que personne ne pouvait me les prendre par la culpabilité et appeler encore cela de l'amour. Mes parents avaient voulu une cérémonie publique où j'abandonnerais ma maison et confirmerais leur autorité. Ils ont reçu un dossier public de qui ils étaient exactement. Au lieu de cela, mon frère s'attendait au mariage, à des fonds propres et à un sauvetage sans avoir mérité aucun d'entre eux. Il a reçu des conséquences qui lui appartenaient enfin. Et j'ai reçu quelque chose que ma famille ne m'avait jamais volontairement donné, le droit de définir où leur pouvoir s'arrêtait. Aurais-je publié les preuves si mon père ne m'avait pas giflé? Je ne sais pas.
Cette incertitude est la partie de l'histoire qui me trouble encore. Elle me rappelle avec quelle facilité les gens normalisent le vol lorsqu'il arrive déguisé en devoir. Mais je sais ce que je ferai maintenant. Je protégerai l'acte de propriété. Je documenterai le mensonge. Je traverserai le portillon avant même que la main ne soit levée. Et si quelqu'un me disait que me choisir signifiait trahir ma famille, je poserais la question à laquelle ils n'ont jamais voulu répondre. Quelle sorte de famille exige qu'une personne perde tout pour que tout le monde puisse rester à l'aise? Mon nom est fait. La maison est toujours à moi. Les clés sont toujours dans ma main. Et cette fois, personne n'attend que je les mette dans une boîte. Nous apprécions sincèrement votre temps et votre soutien. Cette histoire fictive a été créée uniquement à des fins de narration, de divertissement et de réflexion. Nous espérons qu'elle vous rappelle que certaines des décisions les plus fortes de la vie se prennent discrètement lorsque vous cessez enfin de retourner vers des personnes, des lieux et des schémas qui continuent de vous faire du mal. Une vie paisible se construit souvent par de petits choix pour cesser de répéter ce qui semblait autrefois familier mais n'a jamais été vraiment sain.